Bonjour à tout le monde, il est 18 heures précises, c'est notre premier webinaire du CEMA de la rentrée et également notre quatrième webinaire, et c'est un webinaire un petit peu spécial puisque ce webinaire, nous avons souhaité organiser un débat autour de profession de médiateur. Avec pour fil rouge la question suivante: faut-il redéfinir ou institutionnaliser la médiation? Alors, normalement, vous êtes plus de 270 inscrits. Pour le moment, vous êtes déjà 93 personnes. On vient juste d'ouvrir. Donc, on va attendre quelques minutes avant de commencer pour de bon. Et en attendant, je vous rappelle que vous pourrez chatter, donc vous pourrez converser au niveau du petit chat qui se trouve en bas. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, faire toutes les remarques que vous souhaitez, et j'aurai le plaisir de les relayer auprès de nos deux intervenants que je vais vous présenter très bientôt. Vous n'êtes pas visible, donc, et vous n'êtes pas non plus audible. On peut simplement lire ce que vous allez nous écrire. Et ce webinaire va durer à peu près 1h30. Donc, on devrait, grosso modo, avoir fini pour 19h30. Alors, si jamais il y a des… Je regarde un petit peu au niveau du chat pour voir si tout va bien. Voilà. Bon. Pas mal de personnes qu'on connaît déjà qui nous disent bonsoir. A priori, j'imagine que comme dans l'ensemble des webinaires qu'on a pu avoir, on aura des personnes un petit peu à travers le monde. Ça, on le saura au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à préciser le lieu à partir duquel vous vous connectez ou votre lieu d'origine d'exercice de la médiation. Voilà, du Québec, très bien, Marseille, Arras, Fleury, bon. Voilà, très bien. Strasbourg, Jean-Pierre Bonafé-Schmidt, qu'on remercie puisqu'il a relayé l'information sur ce webinaire. Bon, je ne vais pas citer toutes les personnes que l'on voit, mais l'île de la Réunion aussi, La Rochelle, bon, très bien. Challans, Rouen, Nancy. Bon, je pense qu'on aura un petit peu toute la France, nord, sud, est, ouest. Je pense qu'on devrait avoir aussi un petit peu d'Europe. On a déjà la Réunion, Ottawa, donc on a le Québec, le Mali, on a l'Afrique, le Luxembourg. Bon, très très bien. Alors j'en profite, en attendant que tout le monde arrive, pour vous indiquer qu'on va… je me pose encore un petit peu la question. Normalement, je voulais le réserver pour la fin, mais je crois que je vais le faire maintenant parce que le temps que tout le monde arrive, je ne voudrais pas qu'on commence tout de suite. Peut-être que 115, on attend encore plus de 100 personnes, plus de 150 personnes, donc je préfère encore qu'on converse plus ou moins en attendant que tout le monde soit là. Donc, ce webinaire aujourd'hui, il est un petit peu spécial puisque c'est un webinaire débat avec la professeure Michel Guillaume-Ofnung. Bonsoir Michel, tu es avec nous? Oui, bonsoir. Et puis je dis bonsoir aussi à tous les participants et qui, à chaque fois qu'ils entrent dans la salle, ont la gentillesse de dire bonsoir. Merci. Et c'est un webinaire aussi avec Maître Bertrand Delcourt. Bertrand, tu es là? Je suis là. Bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du CEMA. Bon. Alors, je voudrais préciser quelque chose. C'est-à-dire que c'est un webinaire débat et c'est un webinaire qu'on a souhaité ouvert. Donc, même si Bertrand, et je vous représenterai un petit peu tous les deux, mais même si Bertrand, tu es président du CEMA, c'est en ton nom propre que tu vas parler, que tu vas t'exprimer. Et donc, ce que tu diras n'a strictement rien à voir avec les positions que pourrait prendre le CEMA. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Tout à fait. Voilà, pour qu'il n'y ait pas du tout d'ambiguïté. Donc, tu n'es pas le porte-parole du CEMA, tu es le porte-parole de toi-même et c'est bien assez. Et on a souhaité au niveau du CEMA accueillir Michel. Donc, merci beaucoup Michel d'être avec nous, parce qu'on souhaitait vraiment pouvoir créer au sein du CEMA cet esprit de la médiation qui est un esprit d'ouverture dans le dialogue et d'ouverture à la contradiction. Donc moi, personnellement, je n'ai pas de position dans cette affaire.
je n'ai pas de parti pris, si ce n'est celui de la médiation. Et l'intérêt dans cette affaire, l'intérêt dans ce débat ouvert, c'est vraiment de pouvoir, à travers votre dialogue, à travers ce débat, faire en sorte que l'ensemble des médiateurs que nous sommes, et j'imagine que vous êtes aussi, donc que vous-même, vous puissiez, vous aussi, Bertrand et Michel, par ce dialogue-là, progresser et que nous puissions progresser dans notre réflexion commune pour, in fine, permettre aux médiateurs et à la médiation de se développer. C'était un petit peu ça l'enjeu de ce webinaire. Est-ce qu'on est bien d'accord tous les 3 au moins à minima sur cet objectif commun partagé pour ce webinaire débat? Absolument. Bon. Alors, j'ai déjà, voilà, bientôt 10, donc je vais un petit peu commencer par un petit retour en arrière. J'aime bien toujours les retours en arrière, mais contrairement au webinaire avec Jacqueline Moreno, je ne vais pas remonter à la Grèce antique, je vais simplement remonter à 1995, puisque maintenant, ça fait 25 ans, puisqu'on est en 2020, ça fait 25 ans que la première loi sur la médiation, à l'origine confondue avec la conciliation, et je pense qu'on y reviendra avec Michel, donc ça fait 25 ans que la médiation n'a cessé de faire parler d'elle, et le nombre de formations à la médiation n'a cessé de croître. Cet essor de la médiation, il participe notamment, je pense que tout le monde en est rendu compte, du tsunami de modes alternatifs de règlement des litiges. Et ce tsunami des mardes, il impose un changement de paradigme. C'est quoi ce changement de paradigme? Ça veut dire que dorénavant, c'est le règlement amiable qui est premier, c'est la voie amiable qui se retrouve officiellement, que ce soit tant du côté des magistrats que du côté des avocats, comme de l'ensemble des professions juridiques, c'est la voie amiable qui va être plébiscitée. Et en même temps, si le nombre de médiateurs n'a cessé de croître, le nombre de médiations, c'est un reproche qui peut être fait, ou c'est des demandes qui peuvent être formulées, le nombre de médiations ne suit pas. Et si l'esprit aussi de la médiation se diffuse peu à peu dans l'ensemble de la société civile, ça n'empêche pas les querelles de chapelle. Vous l'avez compris, je l'ai précisé dans l'ouverture de ce webinaire, je ne souhaite pas que ce débat puisse s'apparenter évidemment à une querelle de chapelle, puisque nous n'avons pas de chapelle spécifique au CEMA, si ce n'est celle de l'ouverture à l'ensemble des points de vue. Puisque pour moi, la médiation, c'est un travail sur les représentations. Donc, ce que j'aimerais ici, c'est qu'on travaille ensemble sur les différentes représentations qu'on peut avoir de la médiation et du fait d'être médiateur. Ceci étant dit, nous, médiateurs, on est tous ici médiateurs, et peut-être que parmi les personnes qui nous ont rejoints, il n'y a pas des médiateurs, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui sont intéressées par les modes amiables. On a tous encore du mal à définir ensemble un cadre de référence commun qui permette de parler d'une seule voix. Parler d'une seule voix, ça ne veut pas dire qu'il y ait une unité absolue. Ça veut dire qu'à travers cette seule voix, il y aurait quoi? Il y aurait la résonance de toute la diversité, de toute la complexité, en un mot, de toute la richesse du monde de la médiation. C'est la raison pour laquelle donc, le CEMA a souhaité organiser un débat ouvert entre une figure que je qualifierais fondatrice de la médiation, Madame la professeure Michèle Guillaume-Houfnung, et une figure novatrice de la médiation, Maître Bertrand Delcourt. Alors Michèle, je vous rappelle, je pense que tout le monde te connaît, mais on ne sait jamais. Peut-être que tout le monde ne sait pas l'essentiel. Alors je vais faire un petit rappel. Tu es professeure émérite des facultés de droit, tu es directrice de l'Institut de médiation IMGH, tu es auteur du fameux Que sais-je sur la médiation, que je crois que nous avons tous acheté, que nous avons tous lu ou relu, et qui est à je ne sais pas combien d'éditions, de rééditions. Tu es aussi pionnière depuis plus de 30 ans des enseignements et des pratiques de médiation. Tu es inspiratrice des principales définitions opérationnelles de la médiation sur mandat de l'Union européenne. Tu es créatrice de formation universitaire. Tu es cofondatrice du prix Lysistrata pour la paix par la médiation. Et tu es aussi une enseignante internationale du Brésil à Madagascar, en passant
à l'Afghanistan. Enfin, j'aurais pu encore détailler tout ce que tu es. Je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été infidèle à ce que tu représentes. Donc, merci Michel d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Bertrand, rebonsoir. Bonsoir. Donc, pour rappel, tu es avocat depuis plus de 30 ans, tu es médiateur de la Banque Développement du Conseil de l'Europe, tu es membre du comité de pilotage du collectif Médiation 21, collectif qui a remis le livre blanc, on y reviendra, de la médiation à la garde des Sceaux en octobre 2019. Tu es cofondateur avec Gabriel Planès des États généraux de la médiation. Tu es aussi auteur de Droit à l'essentiel, l'essentiel du droit. Tu es co-auteur de Penser la médiation, un manifeste. Et tu es président du SEMA. Merci d'être là avec nous. Merci de m'accueillir. Donc, je le rappelle pour ceux qui auraient manqué cette petite précision du début, même si tu es président du SEMA, c'est vraiment en ton nom et en ton seul nom que tu t'exprimeras ce soir. Et même si je suis directrice pédagogique du SEMA et que j'anime ce débat entre redéfinition de la médiation et institutionnalisation de la médiation, je souhaite vraiment rester claire à toute polémique sur le sujet et je n'exprimerai bien évidemment pas mon avis sur la question. Je souhaite, je le répète, que ce soit un débat ouvert, digne de ce qu'on peut avoir dans un espace de médiation où les gens débattent. Ceci étant posé, j'aimerais ouvrir ce débat par un certain nombre de questions que je pourrais dire parfois fâcheuses, qui me semblent agiter le monde des médiateurs. C'est des questions que je me pose également. Première question, comment définir la médiation? Comment clarifier la spécificité de la médiation au regard des autres modes amiables, notamment la conciliation? Comment garantir la qualité des formations à la médiation? Comment préserver l'indépendance et l'autonomie des médiateurs? Comment sécuriser les utilisateurs et prescripteurs de médiation? Faut-il ou pas créer un Conseil national de la médiation? Faut-il ou pas créer un Conseil national d'éthique et de déontologie? Faut-il ou pas professionnaliser la médiation? Faut-il ou pas créer une nouvelle profession de médiateur? Faut-il considérer le collectif Médiation 21 comme un simple think tank ou un outil de gouvernance? Faut-il considérer le livre blanc remis à la garde des Sceaux en octobre 2019 comme un simple recueil de propositions ou la Bible du médiateur? Bref, comment développer la médiation tout en préservant l'esprit de la médiation et la posture spécifique de tiers? J'espère que vous pourrez, à travers ce débat, clarifier, voire répondre à certaines de ces questions. Surtout, je souhaite que ce débat démontre que nous pouvons, nous, médiateurs, incarner les valeurs de la médiation entre nous, même et surtout, nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres. Donc, merci à tous d'être ici et merci spécialement à Michel Guimauve-Nung et Bertrand Delcourt pour ce débat que j'imagine très riche et enrichissant. Qui veut prendre la parole en premier? À tout seigneur, tout honneur, je pense qu'il serait bon, Madame le professeur, que vous introduisiez ce débat, si vous le voulez bien. Bon, c'est gentil, cela étant, le premier qui parle, alors je ne dirais pas qui dit la vérité, hein, parce qu'il y a la chanson de Guy Béard, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Je ne pense pas dire la vérité, ça serait prétentieux, mais en tous les cas, parler en premier, même si vous me faites parler en premier par courtoisie, c'est une prise de risque et je l'accepte bien volontiers, d'autant que ce débat se fait dans un
un esprit d'échange, de respect mutuel. Alors, c'est vrai que les questions posées par Catherine sont nombreuses. Cela étant, aucune n'est inutile. Elles sont toutes essentielles et elles vont à l'essentiel. Avant d'essayer d'y répondre de manière groupée, parce qu'elle se ramène à des grands thèmes. Je voudrais dire que quand nous avons arrêté la plaquette de présentation du débat, nous avons fait très très attention à la manière de libeller cette présentation. Et rien que la manière de libeller et les choix que nous avons délibérément assumés en choisissant ce libellé répond à certaines des questions. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on va pondre de la norme ou bien est-ce qu'on va essayer par la question primordiale, et vous savez que j'aime bien essayer de presser le sens des mots. Primordial, ça veut dire à la fois de première importance, mais qui doit venir en premier. Est-ce qu'on ne doit pas commencer par ça? Donc, on a voulu placer les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à ce webinaire dans le cadre, au fond, vous, est-ce que vous seriez plus pour redéfinir ou est-ce que vous seriez plus pour créer de la norme? Alors, il est évident que c'est mon emploi depuis les années 80. J'ai la conviction que tant qu'on n'aura pas stabilisé une définition, ça ne sert à rien de pondre du texte. Parce que faire des normes sur la médiation, sur la formation sécurisée, éthique et déontologie professionnalisée, si on ne sait pas définir l'activité autour de laquelle tout cela doit s'organiser, c'est construire sur du sable. Alors, nous avions bien indiqué aussi dans la plaquette que la seule divergence entre Bertrand et moi, c'était sur les moyens. Parce que ce qui nous unit fondamentalement, c'est de créer de la garantie. C'est là où on peut commencer à diverger. Créer de la garantie, oui, bien sûr, mais est-ce qu'il faut garantir les médiateurs, les médiés ou la médiation? Parce que si pour créer tout un faisceau, tout un cocon de garantie pour garantir le médiateur, pour garantir les médiés, c'est au prix de la déformation de la médiation, elle, n'est pas garantie. Et ça veut dire que tout cet ensemble auquel on va consacrer beaucoup de temps et d'énergie va être quelque chose de logomachique. Donc voilà, avant de répondre aux questions de Catherine, je souhaitais rappeler comment, en bonne entente, nous avions libellé la plaquette de présentation. Il est certain que les questions de Catherine sont toutes fondamentales. La meilleure preuve, c'est que dès 1988, dans le cadre du CNM, le Centre national de la médiation créé par Jean-François Six et dont les statuts ont été déposés au journal officiel en 1989, toutes ces questions-là ont été posées
et qu'on a essayé d'y apporter une réponse. Et au fond, là, j'aurais envie de répondre à la question par une question. Est-ce que toutes ces questions-là, toutes les questions qui viennent d'être posées à nouveau, ne révèlent pas une propension des médiateurs à ne pas savoir capitaliser un certain nombre de choses qui ont été faites? Je voudrais, avant de détailler ma réponse, éviter qu'on m'enferme, comme c'est souvent le cas, dans une image de dogmatisme. Michèle Guillaume-Hoffnung, c'est une dame très certainement honorable, elle est professeure des facultés de droit, elle a été vice-présidente du comité éthique et droits de l'homme de la Commission française pour l'UNESCO. Tout ça, ça fait propre sur soi. Hein. Mais ça sert quelquefois, ça n'était pas le cas de Catherine, mais ça sert quelquefois à me donner une image de dogmatique. Et moi, ce que je voudrais, l'invitation à réfléchir serait que, est-ce que le dogmatisme n'est pas plutôt la croyance que créer du contrôle, ça va créer de la garantie? Et je dirais que non seulement c'est peut-être du dogmatisme de penser que le contrôle va créer de la garantie, mais c'est peut-être aussi de la naïveté. Et en tant que pionnière des pratiques, je voudrais plutôt orienter mes réponses en fonction du comment. Et j'ai des éléments de réponse. Le comment, il doit se faire dans le calme. Or, j'ai remarqué que quand on réfléchit à toutes les questions dont la liste très réelle a été dressée, c'est autour d'une angoisse. Les médiateurs sont pris de manière cyclique par l'angoisse d'être reconnus. Et cette angoisse d'être reconnu, je peux très bien en comprendre une partie. Quand on consacre du temps et de l'énergie, on a envie d'être reconnu. Mais quand on se pose la question avec angoisse, on se met dans une situation de fragilité à l'égard du contrôleur. Donc, on risque d'être, et je vais utiliser une image, un terme vulgaire, quand on réfléchit aux questions très sérieuses et fondamentales posées par Catherine avec angoisse, eh bien, on se lance dans une course à l'échalote, le terme est vulgaire, mais je crois qu'il correspond à ce que j'ai vu, à une course à l'échalote elle-même anxiogène. Donc, je pense que dans le comment répondre à ces questions-là, eh bien, il faut répondre à ces questions-là avec calme et dans le respect, et en particulier dans le respect des acquis. Parce que sinon, et je le vois, je suis de très près les travaux de Médiation 21, il y a beaucoup, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les participants sont toutes des personnes qui réfléchissent de bonne foi à comment définir, quelle formation, etc. Mais simplement, moi je voudrais, dans le cadre du comment, renvoyer à comment, en respectant ce qui a déjà été fait. Et je fais remarquer que la quasi-totalité des auteurs, enfin des organisateurs de Médiation 21 ont participé à quelque chose qui me semble être un acquis qui répond
aux questions de Catherine. C'est le Code national de déontologie du médiateur, qui s'ouvre par une définition de la médiation qui ne ferait pas plaisir à Stendhal, hein, parce que du point de vue du style, il y a des et ou, elle est relou, hein, pour parler 2020, elle est relou. Mais il y a tous les critères. Il y a la définition du processus qui repose sur la liberté et la responsabilité des personnes concernées. On n'utilise pas le mot partie. Il y a tous les critères qui permettent d'identifier le tiers. Donc, est-ce que pour répondre aux questions de Catherine, le premier élément, ça serait de dire en ne réinventant pas l'eau chaude. Et aussi en tirant les leçons de difficultés récurrentes. Parce que actuellement, il est question une des questions posées par Catherine, c'est est-ce qu'il faut créer le CNM? Le CNM, il a été créé déjà en 1987 et il a été déposé en 89. Ça n'a pas marché. Le code de déontologie de 2009, qui a été négocié par une grande partie de ceux qui ont organisé Médiation 21, pourquoi est-ce qu'on ne le reprend pas? Pourquoi on se fatigue à faire autre chose? Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je suis certaine que Bertrand a aussi envie de s'exprimer et puis qu'il y aura des questions. Mais voilà, moi, je pense que le comment est plus important que tout, parce que créer du contrôle, c'est pas créer de la garantie, et on risque de mettre le doigt dans un engrenage qui ne protégera pas les médiateurs, qui ne protégera pas les médiés, mais qui va couler la médiation dans un carcan institutionnel. Et je terminerai par l'indication que les questions que Catherine a posées, eh bien, je les ai abordées en 1989, pardonnez-moi, dans un colloque organisé par le CNM première version, hein, qui s'appelait Profession médiateur. Et dans Profession médiateur, dans ce colloque d'une journée, le matin, il y avait les valeurs que professe le médiateur, éthique, déontologie. Et alors, dans l'éthique, on retrouve tout ce qui nous est commun, Jacqueline Morino et moi, hein, cet humanisme. Moi, je définis la médiation comme un processus de communication éthique. Donc, tout cela, toutes ces valeurs, elles sont au tréfonds de la médiation. Et puis l'après-midi, eh bien, bien que nous soyons comme 1989, on voyait arriver le risque des questions qui ont été listées par Catherine. Et les réponses que j'avais données, c'était un classement des solutions des moins risquées aux plus risquées. La seule bonne solution, c'est le cadre associatif. Déjà un peu plus risqué, la fédération d'associations. Et je donnais l'exemple des fédérations de football qui ont déjà des pouvoirs quasi administratifs. Et puis, je donnais l'exemple de l'ordre professionnel avec tous les dangers que cela représentait et que ça représenterait pour la médiation. La médiation risquerait de se retrouver profession réglementée. L'autre solution envisageable et très dangereuse, c'est l'autorité administrative indépendante, parce que l'indépendance
on demande à voir, mais ce qui est certain, c'est que c'est une autorité, qu'elle est administrative. Est-ce qu'on veut que la médiation passe par là? Et j'ai le souvenir de la grande intelligence de Monique Sassier quand il lui a été demandé de présider le Conseil national de la médiation familiale. Elle a bien insisté pour que le mandat de cette commission soit bref, car le risque, c'était de se transformer en autorité administrative indépendante. Donc voilà, alors toutes ces réflexions, tout ça, c'était prévisible dès les années 80. Les éléments de réponse, ils étaient indiqués, tout cela figure dans l'annexe 1, page 259 de l'ouvrage de Jean-François Six, Le temps des médiateurs. Je n'aime pas avancer des choses qui ne sont pas vérifiables. Hein. Et puis, depuis la première édition de mon Que sais-je jusqu'à la 8e, j'ai repris exactement ce que j'avais écrit en 89. Donc voilà, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fonctionne dans le respect mutuel et ça passe par le respect de ce qui a été acquis, surtout quand ça a été acquis en commun, c'est-à-dire la quasi-totalité des initiateurs de Médiation 21. Alors, avant de donner la parole à Bertrand, je vais répondre évidemment à ce que tu viens de dire, Michel. Je vais reprendre certaines choses que tu as dites, puisque je me sens un petit peu interpellée. Tu dis et tu répètes que l'ensemble des questions que j'ai pu poser, en fait, elles ont déjà été posées en 1989. Alors, à la fois, je suis très contente parce que du coup, je me dis que ces questions sont essentielles. En même temps, c'était 15 ans avant que je commence moi-même la médiation. Je me pose des questions, c'est-à-dire que je m'en pose une nouvelle. C'est-à-dire que si toutes ces questions ont déjà été posées, apparemment, tu avais déjà apporté des réponses lors du colloque que tu avais pu organiser en 1989. Donc, si toutes ces questions ont déjà été posées et si elles ont déjà eu des réponses, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'au bout de 25 ans, on en soit encore là? Est-ce que j'ai trahi quelque chose en non, des questions qui malgré tout étaient superfétatoires? Non, Catherine, alors ça prouve plusieurs choses. Ça prouve que les pionniers comme moi, les pionniers comme Jacqueline, les pionniers comme Jean-François Six, on n'a peut-être pas été les bons avocats. Ou ça prouve aussi qu'il y a des courants, non pas au sens de école, mais des courants au sens de force sociale qui font qu'il n'est pas facile de trouver des réponses sereines et de soutenir ces réponses. Et je pense que parmi les éléments qui font que ce qui a pu être précocement pensé n'a pas été admis, il y a, bon, peut-être qu'on n'a pas été bon. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette explication. J'ai probablement pas été à la hauteur. Mais il y a aussi le fait que la médiation pâtit, je dis bien pâtit, d'un tel engouement, il y a un tel amour du mot, il y a une telle immodestie, il y a une telle profusion de médiateurs naturels, il y a une telle profusion de Monsieur Jourdain que chaque personne qui arrive, qui éclot à la médiation, se sent poussé par sa propre légitimité et n'est pas forcément intéressé par ce qui s'est fait avant. Voilà. Mais ça, je pense qu'il faudra qu'il y ait des historiens de la médiation et des historiens de l'échec ou des aléas de la construction de la médiation. Le problème, c'est que cette incapacité fait le lit possible pour que ce soit les pouvoirs publics qui
qui fasse ce que nous ne sommes pas capables de faire. Je comprends bien ce que tu dis, Michel, c'est que pour bien penser la médiation, il faudrait aussi pouvoir avoir un minimum de distance pour mesurer le parcours de la médiation, son évolution, et donc pouvoir revenir aussi aux sources, avoir un minimum le sens de son histoire. Oui, et ça demande de la modestie. C'est-à-dire de ne pas, quand on découvre la médiation, le nombre de personnes à qui je parle de médiation, et qui sont prises d'un engouement de la médiation depuis pas plus de quelques semaines et qui m'expliquent ce que c'est. Moi, je veux bien, mais moi, quand je rencontre un médecin, quand je rencontre un médecin, je lui explique pas ce qu'est la médecine. Et je crois que la médiation, comme beaucoup de ce qui appartient au champ des sciences sociales, est très vulnérable aux enthousiastes de la dernière heure. C'est vrai que la médiation, paradoxalement, et j'aime bien que la médiation soit touchée par les paradoxes, la médiation, paradoxalement, serait victime de son succès. Oui. Et donc, les personnes ont l'impression qu'elles vont réinventer la poudre lorsqu'elles découvrent la médiation sans nécessairement revenir aux sources qui la fondent. Et les sources, ça serait de lire les ouvrages fondateurs. Et je pense en particulier au temps des médiateurs de Jean-François Six, qui reste pour moi la référence. Je crois que Bertrand et moi, on l'a lu. Peut-être qu'on doit le relire, parce qu'effectivement, on a lu d'autres choses, et bien évidemment, on a lu aussi ton Que sais-je. Donc, Bertrand, j'imagine que tu as lu et le Que sais-je et le temps des médiateurs. Donc, toutes ces questions que j'ai posées, qui apparemment ont déjà été posées il y a plus de 20 ans, comment tu les entends et comment tu entends aussi cette notion de respect de l'histoire de la médiation? Alors, ce sont des ouvrages que j'ai bien évidemment lus et relus. Je dirais que je m'en suis nourri. Vous parliez, Michel, d'une prise de risque. Croyez bien que quand je vous ai cédé la parole en premier, ce n'était pas du tout un coup tordu façon messieurs les Anglais tiraient les premiers. C'était vraiment par révérence à l'égard de ce que vous représentez dans le monde de la médiation. Et c'était justement un signe de ce respect pour les pionniers et pour les acquis de la médiation. Vous parliez aussi de prise de risque. C'était peut-être une prise de risque de parler en premier, mais c'est un bien petit risque à côté de celui qui est accepté de débattre avec quelqu'un pour qui on a beaucoup d'admiration et dont on partage et dont on envie aussi la rigueur terminologique. C'est vraiment quelque chose que je voudrais souligner. Tout ça pour dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de confrontation sur la finalité. Je crois que la finalité que vous poursuivez est la finalité d'un courant dans lequel j'essaye de m'inscrire et que ce courant poursuit, elle est la même. C'est l'essor d'une médiation de qualité. Pour moi, il y a deux maîtres mots. Le premier maître mot, c'est qualité. Et le deuxième maître mot, c'est banalisation. Et banalisation dans ce que ça aurait de plus vertueux. Parce que ce qui est banal, c'est ce qui est naturel. C'est ce qui est normal. Vous avez rappelé à très juste titre que tout ce travail sur la réflexion de la médiation, la déontologie du médiateur, la professionnalisation de l'activité de médiateur, ça n'est pas un travail nouveau. Catherine nous a présenté un peu comme fondateur, novateur, nouvelle version du débat des anciens et des modernes. Moi, ça m'a un peu gêné parce que je ne me présente pas comme un novateur. Je ne prétends pas arriver et rompre avec une tradition et apporter quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la démarche. En revanche, je fais un constat avec un certain nombre d'autres personnes de bonne volonté. C'est que bien que cette réflexion ait été engagée voici plusieurs décennies, vous l'avez rappelé, eh bien aujourd'hui, la médiation n'a pas encore totalement droit de cité. Et quand elle se développe,
elle se développe sous l'aiguillon d'une tentative de médiation préalable obligatoire, ce qui n'est guère satisfaisant quand on est attaché au caractère volontaire de la médiation. Donc on peut se demander pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à banaliser la médiation et pourquoi il n'est pas encore aussi naturel pour des personnes qui sont en désaccord d'aller frapper à la porte d'un médiateur et que ces personnes préfèrent encore aller frapper à la porte d'un juge. Il y a donc quelque chose qui n'a pas suffisamment fonctionné. Moi, je suis persuadé que ce qui n'a pas assez fonctionné, c'est, vous parliez tout à l'heure d'une propension des médiateurs à ne pas capitaliser. Je crois qu'il y a une autre propension des médiateurs qui est rester entre soi. Vraiment, l'idée de Médiation 21, le maître mot de Médiation 21, c'est l'ouverture. Alors, je ne prétends pas parler ici au nom de Médiation 21. Hein. Catherine a rappelé à juste titre, et je l'en remercie, du fait que ce que je dis ce soir n'engage que moi. Mais ce que je dis, c'est que si j'éprouve une certaine fierté à participer à Médiation 21, c'est parce que c'est un mouvement qui prône avant toute chose l'ouverture. Et l'ouverture à la fois aux médiateurs, aux personnes susceptibles d'être intéressées par la médiation, aux prescripteurs. Je crois qu'on s'est trop attaché au concept et pas assez au caractère opératoire. Vous avez raison, toute pensée commence par une définition bien réfléchie. C'est d'ailleurs ainsi que s'ouvre le livre blanc de la médiation, que nous avons présenté, Catherine le rappelait, au garde des Sceaux au mois d'octobre dernier. Ça s'ouvre par une définition, mais ça n'en reste pas à une définition. Et pour chacune des thématiques abordées, on a fait un constat, et au vu de ce constat, on a formulé des propositions et des recommandations. Il me semble que c'est par ces propositions et ces recommandations qu'on parviendra à cette banalisation de la médiation. Le débat qu'on a, et même le débat que nous avons ce soir, dans une certaine mesure, il intéresse, vous savez, ce que Godard appelait les professionnels de la profession, en parlant de l'Académie des Césars ou du Festival de Cannes, je ne sais plus. Mais ce n'est pas assez ouvert sur ceux qui sont destinataires. Moi, ce que je regrette toujours, c'est que dans les colloques sur la médiation, on est relativement peu de personnes qui aient vécu une médiation. On est relativement peu de personnes qui viennent se renseigner sur ce que la médiation pourrait leur apporter. Il y a un fonctionnement de chapelle, il y a une sorte d'endogamie qui fait qu'on n'arrive pas à promouvoir cette médiation. Alors, il y a un maître mot, encore une fois, hormis qualité et banalisation, c'est confiance. Comment est-ce qu'on fait pour que des personnes aient autant confiance dans le processus de médiation que dans une procédure judiciaire dont chacun d'entre nous, et particulièrement l'avocat que je suis, sait à quel point ça peut être insatisfaisant. Comment fait-on pour donner confiance aux prescripteurs de médiation, que sont notamment les juges, mais pas seulement, dans la qualité du processus de médiation? Et là, j'en reviens à l'intitulé, parce que c'est vrai que toutes les questions qu'a rappelé Catherine en préambule sont importantes et viennent nourrir le débat, mais le fil rouge de ce débat, c'est: est-ce que pour la profession de médiateur, il faut s'attacher à une définition avec ce que ça a de riche en termes de rigueur, d'orthodoxie, mais ce que ça a aussi de figé, ou est-ce qu'il est nécessaire, d'une certaine manière, de l'institutionnaliser avec ce que ça peut avoir de contraignant, mais aussi d'adaptabilité? Parce que je crois qu'on n'intervient pas dans le débat public avec simplement une définition. Ça, c'est la première chose. Pour intervenir dans le débat public, pour convaincre le législateur, une définition ne suffit pas. Il faut une instance qui puisse peser dans le débat, qui puisse attirer l'attention sur le bas qui blesse. Je vous donne un exemple du bas qui blesse auquel je suis particulièrement attaché. On est aujourd'hui en état d'un article 131.5 du Code de procédure civile qui dit que pour pratiquer la médiation, il faut justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
je considère que c'est consternant. C'est consternant que le législateur reste en l'état de cette rédaction selon laquelle une formation ou une expérience dont on ne précise ni le contenu, ni la durée, ni la finalité, puisse suffire à pratiquer la médiation. Et quand on a ou, le ou, il a un sens, hein, les mots ont un sens, c'est pas à vous que c'est pas vous que je vais en convaincre. Ça signifie très bien qu'on pourrait se dispenser d'une formation et prétendre qu'on dispose d'une expérience. C'est le fameux Monsieur Jourdain dont vous parliez tout à l'heure. C'est ce DRH qui vous dit, moi de la médiation, j'en fais toute la sainte journée, je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais besoin d'aller suivre des cours de déontologie, des cours de communication non violente, etc., etc. Et donc, on a un champ de la médiation qui risque d'être soit phagocyté par d'autres professions qui peuvent être gourmandes, la profession d'avocat éventuellement, mais ce n'est pas la seule. La profession de notaire, la profession d'huissier, aujourd'hui les experts de justice s'intéressent à la médiation. Il ne faudrait pas que l'activité de médiation soit phagocytée par l'une de ces professions, ou alors on aura une activité de médiateur qui sera préemptée par telle ou telle organisation qui se considérera plus orthodoxe, plus représentative, que sais-je encore. Tout ça pour dire que, de mon point de vue, ce qui compte aujourd'hui, c'est le collectif. Parler d'une voix commune. C'était la devise de Médiation 21 lorsqu'on a créé ce forum ouvert à Bourg-la-Reine en 2016. Premier acte fondateur de Médiation 21, avant même les états généraux de la médiation. Et parler d'une voix commune, ça signifiait recueillir avec une consultation aussi large que possible des contributions, faire traiter ces contributions par des groupes qui ont été constitués de la façon la plus ouverte possible, parce que l'une des difficultés que nous avons en médiation, chacun d'entre nous le sait, c'est sa polysémie. Aujourd'hui, moi, je suis plus tenté de parler des médiations plutôt que de la médiation. Quel lien peut-on faire entre la médiation pénale et la médiation de la consommation? Il n'y en a pas. Quel lien peut-on faire entre médiation familiale et tentative de médiation obligatoire dans les centres de gestion pour les collectivités locales s'agissant de certains litiges de fonction publique? On n'est pas sur les mêmes fondamentaux. Il est donc essentiel de se doter d'une instance qui puisse réfléchir à un contenu évolutif des formations, aux moyens de contrôler les conditions dans lesquelles les personnes se forment, qui puisse réfléchir également à un contenu aussi unifié que possible de déontologie, parce que vous avez raison, on a ce code de déontologie qui date maintenant de plusieurs années, mais on a aussi le code de conduite européen des médiateurs, on a eu aussi un code de déontologie pour l'APMF, on a aussi un code de déontologie de certaines propres à certaines associations, j'en passe. On a une multitude de codes de déontologie, tant et si bien qu'une personne venant en médiation ne connaît même pas le référentiel théorique, déontologique, éthique auquel le médiateur auquel elle s'adresse s'attache, sauf à ce que cette personne lui fasse un cours sur la déontologie à laquelle il adhère, sur l'éthique qui est la sienne, en début de processus, ce qui n'est probablement pas la meilleure des choses. D'où, me semble-t-il, la nécessité d'avoir aujourd'hui effectivement une institution qui soit suffisamment ouverte pour pouvoir intégrer toutes les pratiques de médiation et institution qui ait le mérite de pouvoir évoluer. Vous voyez, je me suis attaché à reprendre la définition à laquelle j'adhère bien évidemment, et je crois que la définition de la médiation telle qu'elle a été reprise dans le livre blanc s'en inspire dans une large mesure. La définition que vous avez donnée de la médiation dans le que sais-je, alors moi aussi je me réfère et je donne mes références, page 70 du que sais-je, je n'ai pas vérifié l'édition, mais ça doit être la 6e ou la 7e, on retrouve effectivement cette définition avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que la seule autorité que reconnaissent un couple qui est divorcé, qui est obligé de passer par la tentative de médiation familiale préalable obligatoire avant de s'adresser à un juge aux affaires familiales pour traiter de questions de droit de visite et d'hébergement, est-ce qu'on peut dire que
la seule autorité du médiateur, c'est celle que lui confèrent les médiateurs. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, ce médiateur dans la TMFPO, il est investi de l'onction du législateur. Et on a d'autres cas, et on peut le déplorer en disant c'est un dévoiement de la médiation, mais on va avoir de plus en plus de cas de médiation, de tentatives de médiation obligatoire. Je ne vous parle même pas de mesures en vigueur depuis le 1er janvier de cette année avec l'obligation de parvenir à un règlement amiable, etc., en dessous de 5 000 €. Bon. Est-ce qu'on peut encore parler du fait que la seule autorité que confèrent les médiateurs aux médiateurs dans ce cas, c'est le fait de l'avoir choisi? Non. Donc, on voit bien là qu'on est sur une évolution du contenu de la notion de médiation à laquelle il faut qu'on attache un cadre institutionnel qui puisse suivre cela. Alors oui, l'institutionnalisation a ses travers, mais je pense que l'absence totale d'institutions en a tout autant. Et quand je pense à ce débat redéfinir ou institutionnaliser, j'ai tendance à répondre à la manière de Churchill, et en parler pour la démocratie, l'institutionnalisation, c'est la pire des solutions à l'exception de toutes les autres. Merci Bertrand. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse rapide entre ce que tu viens de dire et ce que Michel venait de dire. Apparemment, vous êtes tous les deux d'accord, et tu l'avais dit Michel, sur un objectif commun partagé qui serait créer de la garantie. Et toi, tu dis, Bertrand, on est d'accord sur l'essor d'une médiation de qualité. Après, il y a un désaccord sur les stratégies, sur les moyens d'y arriver. Donc, d'un côté, pour Michel, avant de fondre de la norme, du texte, il faudrait d'abord stabiliser une définition. Et pour toi, au contraire, ce qui est important, c'est de pouvoir être opérationnel et donc de pouvoir créer une instance qui va donner à la médiation une réalité concrète qui lui permettra de peser sur le débat public. Tu parlais d'une volonté de banaliser la médiation. Tu disais, on n'a pas réussi à banaliser la médiation. Dans banalisation, moi j'entends aussi peut-être un risque de confusion qu'il pourrait y avoir, et tu as parlé d'un risque de phagocytage. C'est-à-dire que tout le monde finalement, si ça devient trop banal, tout le monde va considérer qu'on peut s'approprier la médiation, et in fine, que va devenir la médiation si tout le monde se l'approprie? Et on revient à la demande ou à l'exigence qu'avait formulée Michel, qui était d'avoir quelque chose de précis à partir duquel on va essayer de développer une pratique, une éthique et une déontologie. En même temps, Michel, tout à l'heure, tu as dit, bon, peut-être qu'on a péché. Qu'est-ce qui fait que, Catherine, tu reposes les mêmes questions que j'ai pu poser en 1989, et que peut-être on a péché, peut-être qu'on n'a pas réussi à être suffisamment opérationnel, faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de concret qui puisse se passer. Comment est-ce que tu entends ça, Michel, par rapport au constat que fait Bertrand sur, là, on a quand même besoin maintenant, concrètement, de construire cette médiation que tu as définie il y a plus de 25 ans? Alors, je pense qu'il faut faire le constat que ce ne sont pas les pouvoirs publics qui peuvent nous aider à garantir la médiation, puisque les lois sont les plus grandes sources de contrefaçons étatiquement labellisées. Quand dans les lois, vous avez, je prends la loi présentée comme fondatrice, la loi du 8 février 1995, qui utilise deux mots différents, médiation et conciliation, et qui, malgré les demandes répétées du Sénat, ne donne pas de critères de distinction entre médiation et conciliation. Il n'est pas étonnant, comme l'a mentionné Bertrand. Bertrand dit, mais comment on va donner confiance aux gens pour aller en médiation? La réponse, c'est qu'il faudrait déjà que les personnes qui ne savent pas ce qu'est la médiation
est le moyen de distinguer, de savoir ce qu'est la médiation. Et quand la seule différence entre la médiation et la conciliation dans la loi de 95, c'est que la conciliation est gratuite et la médiation est payante, pourquoi voulez-vous que les gens aillent en médiation? Donc, ce que je donne comme élément de réponse au fait que on est toujours, on n'est pas parvenu à ce que les pionniers espéraient, et il y a le fait que les pouvoirs publics, nous ne pouvons pas lutter avec les pouvoirs publics qui sont les plus grands labellisateurs de contrefaçon de médiation. Quand on prend la loi du 4 mars 2002 qui institue les médiateurs de l'hôpital, à qui il manque le critère principal du médiateur, à savoir d'être tiers. Là encore, on a la loi qui labellise, par désir du mot, qui labellise médiateur et médiation, quelque chose qui n'a rien à voir avec la médiation. Alors, face à cela, je pense qu'avant qu'il y ait une instance, il faudrait qu'on ne fragilise pas la définition à laquelle nous sommes parvenus à grand-peine en 2009, en remettant sur l'ouvrage, en début de livre blanc, une nouvelle définition de la médiation. On ne va pas contribuer à faciliter la démarche. Par ailleurs, je crois qu'il y a un paradoxe à vouloir rendre la médiation opérationnelle en s'appuyant sur une instance, tout en disant oui, il va y avoir une instance unique, mais il y a une diversité des médiations. Et là, je crois que c'est paradoxal. C'est-à-dire que quand il y a une différence de nature, il doit y avoir une différence de régime, et ça ne peut pas relever totalement de la même instance. Si on utilise deux mots, je vais prendre l'exemple du droit de propriété. Le droit de propriété ne se définit pas comme le droit du locataire. Imaginons qu'au moment du Code Napoléon, le législateur ait été affecté de la même maladie que le législateur contemporain. J'ai inventé une maladie qui s'appelle la DTLA, la dégénérescence terminologique liée à l'anomie. L'anomie, c'est quand le sujet atteint par la maladie est incapable de nommer. Eh bien, imaginons que le rédacteur du Code civil au XIXe siècle ait été atteint de la même anomie que le législateur qui a pondu la loi de 1995 et défini de la même manière la location et la propriété, eh bien, les deux auraient le même régime juridique. Le locataire pourrait vendre l'appartement dont il est locataire. Et l'exemple que je prends peut vous paraître énorme, mais c'est quand même bien ce que le législateur inflige à la médiation, parce que dans le code, je m'en étrangle d'indignation, dans le code de 2009, on avait bien appuyé la définition de la médiation sur le libre consentement des médiés. À partir du moment où on change un chromosome, on change l'ADN. Si on change la nature, eh bien, à ce moment-là, on change le régime. Et comme pour le législateur, la médiation est de même nature
que la conciliation, il n'est pas étonnant que le législateur inflige à la médiation le même régime juridique que la conciliation. Rendre la médiation obligatoire, c'est ce que j'ai appelé l'oxymore létal, c'est-à-dire on change un chromosome et à ce moment-là, c'est plus le même individu. Alors, moi, en réponse, hein, à la pagaille actuelle, à l'absence de caractère opérationnel de ce qui est fait autour de la médiation, j'impute l'origine de cela au législateur qui ne permet pas aux médiateurs de fonder une instance unique parce qu'il n'y a pas de définition de la médiation. Et moi, je persiste à dire que c'est un paradoxe, à dire que la médiation, elle est plurielle, d'accord, mais alors je ne suis pas une intégriste de la médiation chimiquement pure, elle est plurielle, d'accord. Oui, mais alors si elle est plurielle, il n'y a pas une instance unique. Est-ce que je peux vous répondre sur ce point, Michel? Oui, bien sûr. Nous sommes là pour débattre. On partage le sens des analogies et des comparaisons. On a bien un Conseil national de l'ordre des médecins unique auquel réfèrent des gastro-entérologues, des dermatologues, des cardiologues. Ils ont une pratique quotidienne qui est assez radicalement différente, mais ils se réfèrent bien à une même instance. Instance qui, puisque je parle de Conseil national ici, est l'instance d'un ordre professionnel, ordre qui a été écarté par la majorité des médiateurs consultés lors des états généraux de la médiation. Donc, ce dont je suis partisan, ce que je souhaite, c'est l'organisation d'une profession, mais non pas l'organisation d'un ordre professionnel. Une profession, c'est quoi? Une profession, c'est une activité qu'on exerce d'une façon assez régulière, hein, qui est rétribuée et qui fait l'objet d'une organisation. Si vous avez ces trois critères-là, organisation, régularité, rétribution, vous êtes bien dans une profession. À partir de là, il y a deux possibilités. Ou bien cette profession s'organise, s'auto-organise, ou alors on l'organise. Et on, ce sont les pouvoirs publics. Et comme vous l'avez dit, les pouvoirs publics sont de grands contrefacteurs, non pas à dessein, mais pour des choses qu'ils connaissent mal ou peu ou insuffisamment. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs délégations qui se sont rendues place Vendôme pour parler de médiation. À chaque fois, je vous assure que c'est réel, à chaque fois, j'ai rencontré avec ces délégations des personnes différentes. Il n'y avait pas de suivi du dossier. Et à chaque fois, j'ai eu en face de moi des personnes qui disaient « Mais c'est très intéressant, que ne nous en avez-vous pas parlé plus tôt ?» Et donc, on a quand même un ministère de la Justice qui ne s'intéresse pas ou peu à la médiation. Et quand il s'y intéresse, et quand il est à l'origine de textes, on a des textes qui sont inadaptés. On raisonne par une analogie qui est factice ou en tout cas délétère. Je vous donne deux exemples. Il y a quelque temps, les juridictions administratives ont intégré la pratique de la médiation dans leur quotidien. Le vice-président du Conseil d'État a d'ailleurs dit lors des premières assises de la médiation administrative qui se sont tenues au mois de décembre dernier à quel point il souhaitait que la médiation se développe devant les juridictions administratives. Sauf que quand on regarde comment ça a été intégré dans le Code de justice administrative, on comprend que partout où était écrit le mot conciliation, on a mis un coup de gomme et à la place, on a écrit le mot médiation, comme si ces deux concepts étaient substituables l'un à l'autre. Et là, je vous rejoins complètement. Ils ne sont pas substituables. Et il faudrait bien évidemment créer des hypothèses de conciliation et d'autres hypothèses de médiation. Deuxième exemple, quand on a eu la dépêche qui venait transposer dans la réalité, dans le concret, la loi de novembre 2016 sur les listes de médiateurs auprès des cours d'appel. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il y a déjà des listes devant les cours d'appel, il y a les listes d'experts de justice. On a donc adopté des textes qui sont les copies conformes pour la constitution des listes de médiateurs aux
constitution de listes d'experts. Et là encore, c'est quelque chose qui n'était pas adapté. Donc, chaque fois, c'est ce que je constate quand même, j'ai une bien moins grande expérience que vous dans la médiation. Mais ce que je constate, vu de ma fenêtre, qui est maintenant ancienne d'une dizaine d'années quand même, c'est que chaque fois que le législateur s'intéresse à la médiation, il commet un contresens ou en tout cas une approximation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va bien falloir que cette médiation se développe. Et si elle se développe, il faut que l'activité de médiateur s'organise. Donc, ou bien on laisse le législateur l'organiser et on risque d'avoir une profession de médiateur qui sera encadrée d'une façon inadaptée, ou alors on essaie de l'auto-organiser. Et on est force de proposition en étant, vous avez 100 fois raison, aussi respectueux que possible du travail qui a déjà été fait par le passé, aussi consensuel que possible en consultant le plus largement possible pour avoir une opinion vraiment majoritaire et avec des opinions dissidentes qui puissent être présentes et représentées, et on fait des propositions concrètes. L'idée d'un Conseil national de la médiation, c'est un petit peu là-dessus qu'elle repose. Alors, j'entends que vous disiez tout à l'heure, on a déjà eu une instance du même acabit il y a quelques années, ça n'a pas marché. Peut-être que le moment n'était pas venu, peut-être que les bonnes personnes n'y figuraient pas, peut-être que son mode de fonctionnement n'était pas adapté à l'époque. Ce n'est pas parce qu'on a essayé que ça n'a pas marché qu'il ne faut pas essayer à nouveau, peut-être en déplaçant un tout petit peu le concept. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Alors, Bertrand, il y a un point sur lequel donc, ce débat permet de faire émerger une totale convergence entre nous, c'est le constat que le plus grand labellisateur de contrefaçon de la médiation, c'est le législateur. Moi j'ai le souvenir quand j'ai eu vent qu'on allait adopter, enfin que la chancellerie travaillait à élaborer une loi sur la médiation pénale. J'ai passé mon temps dans les antichambres de la chancellerie en disant aux magistrats, et j'ai rencontré le même type de personnes que celles que vous avez rencontrées, en disant mais je vous en supplie, utilisez le mot conciliation pénale mais pas le mot médiation. Et j'entendais médiation, conciliation, peu importe le mot, ce qui compte c'est de faire. Et c'est ce fameux ce qui compte c'est de faire et qui explique que tous les textes qui ont été élaborés depuis cette fatale loi du 4 janvier 1993, en passant par la loi du 8 février 1995, et puis toutes les transpositions de l'Union, enfin des directives de l'Union européenne, on pourrait remplacer le mot médiation par le mot conciliation, et ça nous ferait des vacances, Ça assainirait l'air. Bon, donc là, je pense que ce débat vraiment est fructueux parce que on est publiquement d'accord sur ce point. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand on donne l'exemple des médecins, parce que moi je le donne pour prouver le contraire de votre affirmation, mais on va pas faire Noël là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr il y a le médecin spécialiste de telle et telle partie du corps, mais ce qui fait l'unité du code de déontologie, c'est la définition de l'acte médical. Le médecin se définit et se distingue de l'infirmier par le fait que le médecin est le seul à avoir le droit d'accomplir l'acte médical. Quelle que soit la spécialité du médecin, il y a cette unité, la définition de l'acte médical. Or, nous n'avons pas réussi à imposer la définition qui a l'air d'être quand même… Le pire, c'est qu'on est d'accord au fond sur la définition. Moi, c'est pas le pire, c'est le meilleur. Je ne cherche pas à faire prévaloir la mienne. Et celle du code de 2009, même si elle est moche, elle est moche parce qu'il y a des et ou, etc. Elle a des lourdeurs. Je vous dis, elle plairait pas à Stendhal. Bon, moi, celle-là, je me dis qu'il faut qu'on la défende. Bon,
Alors maintenant, le comment. Alors c'est vrai que il faut se nourrir des échecs. C'est pas parce que le CNM a échoué en 1989 qu'il ne faut pas reprendre l'idée. Mais le comment, moi je suis toujours au comment, le comment est très très important. Et là, autorisez-moi à être franche, je ne suis pas, je ne me reconnais pas tout à fait, je ne reconnais pas l'esprit de la médiation, je ne reconnais pas l'ouverture de la manière dont s'est constitué ce collectif. Justement, il ne s'est pas constitué sur la capitalisation des acquis. Prenons ne serait-ce que le terme États généraux. Les États généraux, ils avaient déjà été organisés en 2009 par un collectif dont une grande partie des organisateurs des États généraux dont vous avez parlé faisaient déjà partie. Vous voyez, et ça, il faudrait quand même qu'on soit capable de respect entre les individus et entre les organisations. Et si nous ne sommes pas francs entre nous à l'occasion de cet échange de ce soir, je crois qu'on n'avancera pas. Je pense qu'il faut faire la paix des braves. Il y a trop de querelles intestines, trop de querelles de personnes pour pouvoir, pour l'instant, construire quelque chose qui crée de la confiance entre les médiateurs. Et c'est pour ça que j'ai rencontré aujourd'hui quelqu'un qui m'a rappelé que autour de Jacques Floch, s'était créé l'ébauche d'un observatoire de la médiation. Et je crois que pour apaiser tous les mouvements autour de Médiation 21, qui, de même que le CNM du siècle passé, n'avait pas réussi à réunir tout le monde, il faut un temps d'apaisement, il faut prendre du recul et reprendre cette idée d'un observatoire dont la seule mission serait d'observer. Un observatoire, ça observe. Un observatoire qui reposerait sur la définition de 2009 et pas encore une nouvelle comme celle qui a été produite encore après, et qui par un financement participatif pour que cet observatoire soit indépendant, se donne une mission assez brève pour faire un recensement des pratiques de médiation. Et c'est important pour le respect des pionniers de la médiation, des pionnières de la médiation qu'ont été les médiatrices sociales interculturelles, qui sont trop souvent méprisées parce que certaines sont issues de l'immigration, parce que certaines n'ont pas des diplômes de droit. Mais moi, je me reconnais dans cette médiation humaniste qui a été à l'origine de ce que Jacqueline Morino et moi, on a voulu porter, et Jean-François Six, même si nos routes parfois se sont séparées. Donc je crois que cet observatoire, il doit être capable de combiner l'observation scientifique, il doit s'adosser à une définition de la médiation, qui est celle qui a déjà fait l'objet d'un consensus, un conseil scientifique, une définition. Pour l'instant, il observe, il ne pond pas de la norme anticipée. Je pense que créer une instance, c'est prématuré.
D'autant que cette instance, il faut quand même qu'elle comprenne bien qu'elle est fragile. À un moment de ma vie, j'ai enseigné la science administrative. Eh bien, quand on crée une instance, il faut quand même savoir ce qui nous pend au bout du nez. Quand on crée une instance, il faut y aller avec une longue cuillère, parce que très très vite, les pouvoirs publics, ceux-là même dont on vient de dire qu'ils ne savent pas définir la médiation, vont quand même arriver pour dire « Ah ben vous avez créé une instance, ah ben c'est gentil ». Et qu'est-ce qu'on va voir? Ce CNM pour lequel vous serez investi, il va être présidé par quoi? Par un conseiller d'État ou par un membre de la Cour de cassation. Donc, il faut que l'on crée un fait accompli incontestable, reposant sur l'observation de ce qu'est la médiation, et qu'on se le finance d'une manière indépendante, le financement participatif. La médiation a surgi de la société civile. C'est la société civile qui doit financer cet observatoire. J'ai le souvenir qu'autour de Jacques Floch, on s'était dit, mais alors, l'observatoire, il va être adossé à quoi? Et j'avais dit, surtout pas le ministère de la Justice, parce qu'on va observer en silo. Là, surtout pas le médiateur de la République, parce que ce médiateur qui n'est pas médiateur, il va certainement influencer aussi l'observatoire. Donc voilà, moi, ce sont les quelques idées que je jette, mais la seule urgence en matière de médiation, pour l'instant, c'est l'observatoire. Alors ensuite, quand on aura des fondations reposant sur une observation solide, et que grâce à ça, on aura été capable de réunir plus de médiateurs que ce que réunit pour l'instant Médiation 21, qui, avec toute l'amitié que je vous porte, est loin de réunir tout le monde, là, je pense qu'on sera mieux armé vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que c'est quand même, les pouvoirs publics sont une grande menace. Alors, merci pour cette précision et je constate à mon tour avec plaisir que ce débat a permis de faire émerger une autre convergence. C'est-à-dire que non seulement nous sommes d'accord sur le fait que le législateur n'est pas l'entité la plus appropriée pour faire cheminer et développer la médiation, mais nous sommes aussi d'accord pour considérer qu'il serait nécessaire, pas seulement utile, mais nécessaire qu'une instance se mette en place. Donc, on n'en reste pas au seul concept de définition idéalisant la médiation et à laquelle chacun se référera. Or, nous sommes médiateurs, nous savons combien des gens de bonne foi peuvent mettre des choses différentes derrière un même mot. Donc, c'est en cela aussi que la seule définition n'est pas satisfaisante. Donc, une instance, mais vous dites, pas nécessairement un Conseil national de la médiation, plutôt un observatoire. Moi, je ne suis pas un ayatollah du Conseil national de la médiation. La seule chose que je dis, c'est si nous, médiateurs, ne faisons rien, d'autres feront pour nous. Et ne feront pas aussi bien que ce serait fait si nous faisions nous-mêmes. Et donc, il est urgent de s'organiser. C'est ça l'idée de Médiation 21. Je précise ici que je ne suis pas mandaté pour parler au nom de Médiation 21 par ce comité de pilotage, que je m'exprime véritablement en mon nom personnel, c'est ce que rappelait Catherine au début de notre webinaire, mais c'est vrai que j'en parle avec un certain enthousiasme parce que je pense que c'est aujourd'hui l'entité qui est le plus force de proposition. C'est simplement ce à quoi je crois. Et je ne voudrais pas qu'on reste sur l'idée selon laquelle Médiation 21 se serait construite sur une négation de ce qui a été fait auparavant. C'était certainement pas l'idée. L'idée de Médiation 21, c'était de se construire sur la forme la plus large possible. Tout à l'heure, vous disiez, mais pourquoi inventer une nouvelle définition alors que la précédente était très satisfaisante? D'accord, sauf que si on veut, je suis d'accord avec le caractère satisfaisant de cette précédente définition. Mais
si on veut associer le plus grand nombre possible de personnes, d'organisations, je pense qu'il est bien de donner voix au chapitre à chacun. C'est difficile. C'est un petit peu comme si on était passé de la communauté européenne de 58 à l'Union européenne d'aujourd'hui en disant à tous les candidats pour rejoindre l'Union, écoutez, vous pouvez venir si vous voulez, mais attention, le traité de Rome, il est inamovible. On en reste à cette rédaction du traité de Rome qui est très bien et surtout on n'évolue pas. Je crois qu'à partir du moment où on élargit et où on a vocation à rassembler le plus grand nombre, il est normal que les nouveaux arrivants puissent venir préciser, porter leurs propres intérêts, apporter leur propre expérience, leur regard, et donc ça fait évoluer la définition. Ce n'est pas parce que cette définition est évolutive qu'on nie la qualité de la définition d'origine. En définitive, ce que je crois, c'est que, mais je le savais avant que ce débat ne s'engage, Michel, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez parlé tout à l'heure de paix des braves, j'ai été un tout petit peu interloqué, parce que qui dit paix des braves dit état de conflit. Je n'avais pas le sentiment, pour ma part, qu'il y ait le moindre état de conflit, que ce soit entre nous ou dans l'univers de la médiation aujourd'hui. Oui, il y a des querelles de chapelle, oui, il y a probablement par moments des querelles d'ego, oui, peut-être. Je crois que l'intérêt aujourd'hui de la médiation, c'est que tous les médiateurs de bonne foi se retroussent les manches et œuvrent ensemble avec l'apport que chacun peut avoir, que ce soit par son expérience, sa légitimité dans le domaine de la conceptualisation de la médiation, comme c'est le cas pour vous, et viennent apporter sa pierre à l'édifice que nous pourrions créer, nous, médiateurs, de façon à nous tourner vers les pouvoirs publics en disant, voilà, là, vous avez quelque chose qui a du sens, et nous vous garantissons que si cette entité peut prendre corps, alors ça va générer de la qualité de la médiation. Et qui dit qualité dit confiance et dit développement de la médiation. Et donc, on aura réussi à résoudre cette équation qui est, oui, mais attention, quand on s'intéresse trop au concept, ça ne se développe pas suffisamment sur le terrain. Là, on a une sorte d'équation qu'on peine à résoudre depuis des décennies. C'est quand même un petit peu sur ce constat qu'on a commencé notre débat tout à l'heure. Et je pense, moi, que la solution pour résoudre cette équation, c'est ça, c'est que chacun, de bonne volonté et de bonne foi, contribue à cette œuvre de création d'une entité qui puisse non pas contraindre ni diriger la médiation, mais l'orienter et la crédibiliser. Et c'est à ce prix qu'on parviendra à cette banalisation de la médiation. Alors, il est certain qu'au fil du débat, des convergences se consolident. En revanche, il reste quelque chose qui nous différencie. Et quand en 2000, on peut retrouver ça dans les actes du séminaire de Créteil, quand en 2000 j'avais officiellement demandé la création d'un observatoire de la médiation, idée donc qui fut à ma grande satisfaction reprise par Jacques Floch 9 ans plus tard, je ne pensais pas à une entité. L'entité fait peur à beaucoup de gens. L'idée de transformer Médiation 21 ou de faire du CNM une entité fait peur. Parce que pour l'instant, c'est là où je pense que l'observatoire permettrait de créer un dialogue qui pour l'instant n'existe pas encore en totale confiance entre les médiateurs. L'observatoire serait un temps pour se réapprivoiser, parce que créer une entité maintenant va poser des problèmes de gouvernance. Et pour créer une entité qui a pour ambition quand même
hein, quand on regarde médiation, enfin le livre blanc, a pour ambition quand même de créer des normes. Là, je crois que ça peut être vécu comme violent pour un certain nombre de médiateurs qui ne se reconnaissent pas dans Médiation 21. L'observatoire serait un temps qui permettrait de souffler, hein, et quand même de faire la paix des braves. Je ne me sens pas votre ennemi, mais Médiation 21 ne fait pas l'unanimité. Alors, je vais reprendre un petit peu la parole parce qu'il est déjà 7h25 et on avait dit qu'on arrêterait à 7h30, donc peut-être qu'on va déborder légèrement, mais pas trop. À ce stade, j'aimerais que tu précises quelque chose, s'il te plaît, Michel, parce que d'un côté, j'entends que tu es pour une définition qui permette de clarifier ce qu'est la médiation au regard notamment de la conciliation, et en même temps, tu considères que les normes en elles-mêmes peuvent être un danger par rapport à la médiation. Et là, je me posais la question sur le fait que l'intérêt d'une définition, est-ce que ce n'est pas justement d'être normative et de proposer un cadre clair? Oui, bien non. Alors, merci de me poser la question. Ça veut dire que je ne me suis pas exprimée de manière claire. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, quand il y aura, grâce à cet observatoire, hein, une validation de la définition qui aura été proposée à l'origine de la création de l'observatoire, il y aura une définition de la médiation. Moi, je propose celle du Code de 2009. Pour tenir compte de ce que Bertrand a dit, qu'il y a des nouveaux arrivants, etc., eh bien, on fera comme pour on regardera, est-ce que telle pratique de médiation correspond à ça? Non. Bon, ben alors, dont acte, mais on recense. Et ensuite, cet observatoire que je propose sous forme de plateforme, hein, surtout pas d'entité, surtout pas de personnes morales, et essaiera de dire, bon, en l'état actuel de la diversité, la médiation n'existe pas, ou bien en l'état actuel de nos observations, il y a un cœur de pratique qui est homogène et qui, parce qu'elles sont de même nature, peuvent avoir le même régime juridique. Qui dit norme dit régime juridique. Et le régime juridique, si on se réfère à la tradition française, repose sur la spécificité de la nature. Le droit de propriété n'est pas de même nature que le droit du locataire, et c'est pourquoi le régime juridique de la propriété n'est pas le même. Donc, sur la base de l'observation de la diversité, on pourra valider le cœur de définition, ne pas mépriser ce qui est à la marge, mais dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut, quel est le régime juridique qu'on peut envisager pour ces pratiques qui sont à la marge. Et ce qui sera adopté sous le nom médiation et médiateur aura quand même beaucoup plus de solidité que cette nébuleuse, hein, j'ai toujours la nébuleuse qui figure dans les directives de l'Union européenne où la définition s'entend de tout processus, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus? Donc, si je comprends bien, avant de donner la parole à Bertrand, il y a au moins deux convergences entre vous. D'une part, par rapport au législateur, qui serait atteint de DTLA et qui serait le plus grand labellisateur de contrefaçon de la médiation, à la fois donc quelqu'un à proscrire, en même temps quelqu'un dont on a besoin. C'est un peu paradoxal. Deuxième convergence, le fait qu'il serait utile et nécessaire qu'il existe une instance pour observer ce qui est en train de se passer, pour pouvoir aussi défendre, représenter les médiateurs
Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de questions concernant cette instance, que ce soit un conseil national ou que ce soit un observatoire. Qui pourrait composer cette instance, qui ne doit pas être, selon toi, selon Michel, ne doit pas être une entité, qui peut composer donc cet observatoire, cette instance? Quelle serait sa durée de vie? Est-ce que ce serait quelque chose de limité comme le Conseil national consultatif de la médiation familiale? Quelle serait sa gouvernance? Parce que du coup, c'est là où la solution elle-même constitue un problème. Alors, Oui, Bertrand. Allez-y, Michel, je vous en prie. Non, c'est là où je me dis qu'il faut multiplier les échanges comme celui de ce soir pour recréer la confiance entre les acteurs de la médiation. Je pense que c'est en se parlant, comme on vient de le faire ce soir, qu'on peut ouvrir la réflexion. Alors, ça c'est quelque chose à quoi je souscris évidemment, sauf que c'est précisément l'objet d'un collectif comme Médiation 21 que de constituer un lieu d'échange aussi large que possible. Et je l'indique parce que j'ai peur d'avoir été mal compris sur ce point, sans aucune intention hégémonique. J'avais envie tout à l'heure, en vous écoutant Michel, de vous dire comme en médiation, de quoi auriez-vous besoin pour ne pas avoir peur? Je pense que l'entité à laquelle j'aspire à titre personnel, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint un collectif qui, semble-t-il, y aspire également, par une opinion exprimée de façon majoritaire, c'est précisément le souhait de pouvoir s'auto-organiser et d'avoir une sorte de responsabilité. En fait, ce qu'on souhaite faire, c'est la même chose que ce qu'on demande à faire à des personnes qui viennent en médiation. C'est d'être les auteurs de leur avenir. Voilà. C'est ça l'idée. L'idée, c'est d'éviter qu'on nous impose une solution de l'extérieur. Et je suis intimement convaincu du fait qu'avec de la compréhension mutuelle et du respect dans l'écoute, et vous avez raison, dans ce qui a été fait par le passé, on peut trouver des accords encore bien plus larges que les points d'accord que nous avons identifiés ce soir. Donc, si je comprends bien ce que vous dites tous les deux, en réalité, merci à tous les deux pour cette participation authentique, je dirais, authentique et ouverte à ce débat, que quelque part, en fait, il manquerait un espace entre les médiateurs, entre tous les médiateurs pour pouvoir recréer une confiance entre les acteurs de la médiation. C'est vrai que c'était notamment l'objectif de ce débat, de ce webinaire, pour créer cet espace virtuel, mais malgré tout un espace entre médiateurs, ce qui est quand même pour le moins paradoxal, parce que c'est comme si entre les médiateurs, on n'avait pas d'action pour pouvoir échanger, dialoguer et s'accorder. Et on voit, je crois que tout le monde peut en être témoin, je l'espère en tout cas, en 1 heure et demie, on n'a pas du tout préparé les questions-réponses, ce débat. On a juste pris un déjeuner ensemble pour voir un petit peu comment on allait structurer les choses, quel était l'objectif commun partagé de ce débat, mais on n'avait pas du tout débattu avant. Donc, c'était vraiment authentique, c'était en live, comme on dit. Et je suis très contente de voir que ça a permis, je ne vais pas dire l'émergence d'une solution, mais en tous les cas, une clarification du problème, une émergence des convergences, parce qu'en réalité, on voit bien, et c'est ce que je dis souvent, que le conflit, c'est avant tout du malentendu, et de repréciser différentes options qui restent encore à débattre, parce que vous deux, vous arrivez à vous accorder, peut-être Conseil national ou observatoire, mais je vois toutes les questions qui sont posées, à toutes les remarques qui sont faites, on a encore 138 participants à cette heure-ci, que beaucoup de personnes aimeraient pouvoir rentrer dans ce débat. Donc la question, c'est comment faire. Bertrand, tu parles de médiation 21. Bon, bien, médiation 21. Est-ce qu'il n'y a que médiation 21 qui soit possible? Malgré tout, si médiation 21 existe, bon, Michel, tu n'es pas rentré dedans. Il y a d'autres entités qui sont rentrées dedans, qui ne sont pas rentrées dedans, qui sont sorties de médiation 21. Comment faire? Comment faire pour que vous puissiez
ensemble, peut-être d'ailleurs, créer quelque chose qui rassemble sans imposer, sans Oui, phagocyter. c'est pour ça, Catherine, que moi je propose un observatoire parce que dans Médiation 21, il y a trop d'enjeux déjà. Il y a trop d'enjeux, ça va trop vite. Alors, Michel, il y a trop d'enjeux. Je ne suis pas sûr que ça aille si vite que ça. Les États généraux se sont tenus il y a plus de 2 ans. Il nous a fallu à peu près 1 an pour produire un livre blanc, ce qui a été mûrement réfléchi. Ce livre blanc, aujourd'hui, au moment où on essaye de commencer à le décliner de façon un peu pratique, ça prend encore du temps. Vraiment, on ne brûle pas les étapes, me semble-t-il. Et dire plutôt qu'une entité ou Médiation 21, il vaudrait mieux un observatoire, parce qu'il y a trop d'enjeux. La question de l'observatoire suscitera autant d'enjeux. On parle de la gouvernance de cette entité, mais quelle serait la gouvernance de cet observatoire? Il y a bien un moment où il faut qu'il y ait des personnes qui retroussent leurs manches pour faire émerger quelque chose, d'autres ensuite qui incarnent. Moi, je vais vous dire à titre personnel, je ne suis absolument pas intéressé par le pouvoir, vraiment. Et si aujourd'hui je m'implique dans cette entité, dans ce collectif qu'est Médiation 21, c'est vraiment avec le sentiment que ce collectif, il a un rôle de passeur. Passer d'un état, d'une sorte de nébuleuse, comme vous disiez tout à l'heure, de quelque chose qui est trop peu structuré pour être efficace, à un état d'organisation qui serait plus efficace. Et si on arrive à parvenir à cela, très franchement, je pense qu'il y a des tas d'autres sujets passionnants à traiter par ailleurs. Et je ne suis pas en train de courir derrière un fauteuil à titre personnel. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui œuvrent au sein de Médiation 21. Donc oui, que celles et ceux qui sont intéressés par la réflexion commune, des échanges tels que ceux que nous avons ce soir se manifestent, pourquoi pas, et qu'on essaye de travailler ensemble sur une base encore plus élargie. Je voudrais remercier Catherine vraiment d'avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire et peut-être remercier Vincent Ramon, que tout le monde voit à l'écran. Plusieurs personnes se sont demandé qui était Vincent. Enfin, on ne le voit pas, parce qu'il ne parle pas, on ne le voit pas. Alors, si tu veux dire bonsoir, Vincent, afin qu'on puisse te voir. Bonsoir à tous. Voilà. Et merci d'avoir assisté à ce webinaire. Voilà. Il y a aussi Hélène, notre secrétaire générale, qui est avec nous. Et il y a aussi Nathalie Tissard-Boinet, bien évidemment. Donc, il y a toute l'équipe du CEMA et toutes les personnes dont on voit défiler les différents messages. Alors, je ne voudrais pas qu'on finisse. Tu avais dit tout à l'heure, Michel, que les choses se fassent dans le calme et dans le respect. Et je vois qu'à chaque fois qu'on entend Médiation 21, il y a des mots qui passent sur, enfin, c'est quand même pas une publicité pour Médiation 21. Qu'est-ce que c'est que ce webinaire? C'est pas une promotion pour Médiation 21. Non, évidemment, c'était pas l'objet du webinaire d'être pro contre. C'était pas le débat de base. Évidemment, c'est une entité qui pour le moment existe. Bon, qu'on y adhère ou qu'il n'y en a pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. La question, c'est comment faire? Comment faire? Alors qu'on soit pro ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'est qu'une stratégie. J'aimerais bien qu'on puisse retenir ça ce soir de ce webinaire, sur le fait que s'il y a un désaccord sur les moyens, en réalité, en tant que médiateur, et malgré tout, je dirais fondateur et novateur, malgré tout, même si tu souhaites, Bertrand, t'inscrire dans une tradition que Michel incarne, vous avez des objectifs communs partagés. Le premier des objectifs communs partagés, c'est une médiation de qualité. Absolument. Est-ce que Michel, on est d'accord là-dessus? Oui, mais avec la précision que la médiation de qualité, elle n'est de qualité que si elle est de la médiation. Voilà. Et avec le risque que quand on ajoute un adjectif, l'adjectif qualificatif pèse plus que le substantif. Bon, alors, on se demandait s'il fallait d'abord définir la médiation ou s'il fallait d'abord institutionnaliser la médiation. Je crois que ce débat a permis de montrer qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans une logique binaire, manichéenne, du ou bien ou bien. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en médiation. On se rend compte qu'il n'y a pas d'ultra solution, il n'y a pas une seule bonne solution.
peut-être qu'il peut être utile de redéfinir la médiation en intégrant toutes les personnes qui sont des actrices de la médiation actuellement et qui s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans ce que tu as pu fonder, Michel, avec d'autres personnes que tu as pu citer, comme Jean-François Six, comme Jacqueline Morino. Donc, redéfinir la médiation et en même temps, parce que c'est une nécessité, malgré tout, pour que la médiation existe, elle a besoin d'exister dans un contexte où il y a des institutions qui vont penser la médiation avec ou sans les médiateurs et qui prétendront faire de la médiation avec ou sans les médiateurs. Donc peut-être qu'il peut être utile de à la fois redéfinir et trouver le meilleur moyen pour que la médiation existe au regard des institutions. Entre choisir de bien faire ou bien penser, moi j'aurais toujours une tendance à la manière de considérer que, comme Platon, que tu aimes bien Michel, et bien que bien penser, ça sert à quoi? Ça sert à bien agir. Et que c'est aussi, si on est un peu aristotélicien, c'est aussi en agissant qu'on va, de manière propédeutique, mieux penser les choses. Donc c'est aussi en faisant de la médiation, c'est aussi en créant ces espaces de médiation entre médiateurs, c'est aussi en se confrontant entre médiateurs, c'est aussi en débattant entre médiateurs qu'on pourra, si c'est nécessaire, revenir à une certaine définition consensuelle de la médiation, la redéfinir ou trouver les moyens concrets pour permettre à ce que l'on pense être de la médiation s'incarner vis-à-vis de nous tous, vis-à-vis des personnes et vis-à-vis des prescripteurs et surtout vis-à-vis des personnes qui vont légiférer, qui vont d'une manière ou d'une autre vouloir créer des normes autour de la médiation. Il ne s'agirait pas que la médiation soit pure et que pour avoir les mains pures, eh bien, il n'y ait plus de mains possibles. Comment concrètement? C'est comme la colombe de Kant. Exactement, exactement. Bon, je vous remercie tous les deux. Il est 17h41. À moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose avant que je conclue. Non, merci Catherine. Non, on gagne toujours à débattre comme on vient de le faire. C'était un grand plaisir et merci de l'avoir organisé. Et puis merci à celles et ceux qui l'ont suivi. J'ai vu apparaître des noms que je connais. Et c'est un plaisir supplémentaire. Et puis pour ceux que je ne connais pas, eh bien, merci de vous être intéressés à ce débat. Il y a eu beaucoup de remarques, il y a eu plusieurs questions. On n'a pas pu les reprendre dans le temps qui nous était imparti. Donc, désolé, mais on les a bien notées. On va les garder de côté. Peut-être que ensuite Bertrand et Michel, si vous le souhaitez, vous pourrez y répondre d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par une synthèse commune, pourquoi pas aussi. En tous les cas, merci à tous et merci à vous deux. Merci Michel, merci Bertrand pour ce débat que j'ai trouvé très riche et en même temps vraiment, comme tu l'avais souhaité Michel, dans le calme et dans le respect. Nous nous retrouverons durant la Semaine mondiale de la médiation. On va se retrouver pour notre prochain webinaire qui sera le mercredi 14 octobre à 18h. Ce sera aussi un webinaire conférence-débat en partenariat cette fois-ci avec l'école de la méditation. C'est inédit. Donc ce webinaire sera consacré, tu l'avais souhaité aussi Bertrand, qui est une ouverture sur non pas simplement le monde des médiateurs, mais sur le monde de la société civile. Oui. Ce que tu disais aussi Michel, à savoir que la médiation, elle ne soit pas simplement définie par le haut, mais qu'elle puisse être redéfinie et exister par le bas. Donc ce webinaire sera consacré aux familles et aura pour titre « Parents et adolescents, un dialogue difficile ». J'imagine que ça veut beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et si la médiation était la solution. Ce sont deux voies d'apaisement possibles, médiation et méditation, entre parents et adolescents. Et on aura avec nous le 14 octobre prochain, Maître Anne-Marion de Cailleux, qui partagera son expérience de médiatrice familiale, et Monsieur Mathieu Brégégère, qui partagera son expérience d'instructeur de méditation. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, une très bonne fin du mois et merci à tous pour votre participation active ou silencieuse
à ce webinaire débat.